Voilà, donc on est là. Donc on est dans Betsa, on est Dalet Amoudbet, on est 4B. Alors je vais devoir mettre mes lunettes et voilà. Et donc, donc où est-ce qu'on était ouais, donc on est en fait. Non, pardon, on est 4A encore. On est encore 4A, on n'a pas fini. 4A, on est encore. On est en fait, on est dans 4A, on est 4 lignes avant la fin de la page. Et donc, on est où je puis je pense, voilà. Voilà, bref. Ça veut dire, en fait, il y a un Tosfot en réalité qui est Rabbi Yehuda, Omer, Mishmou, Rabbi Eliezer, Daini, Marcoquette. J'avais envie de tricher, de ne pas faire, mais bon, d'un côté, je me dis, je fais ça, je dis, ok, on va le faire parce que le truc, bon, je le fais, okay, on va le faire on va le faire. C'est basé en fait surtout sur la Gemara en fait d'avant, mais c'est-à-dire, grosso modo, donc, c'est-à-dire, en fait, c'était toujours la même histoire donc, de l'idée d'un œuf. Donc, quand il y a un Yom Tov qui est suivi d'un Shabbat, ou vice-versa, et donc il y a un œuf qui est né le premier jour. On va prendre le cas on va dire un Shabbat, on va dire voilà, Shabbat, donc Yom Tov qui tombe dimanche, quoi. Un œuf, il est né Shabbat, et donc est-ce qu'on peut l'utiliser le dimanche? Et donc c'était une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il permettait et Rav il interdisait. Et sur ça, la Gemara avait dit, en fait, il y a une braïta qui va dans ce sens-là. On voit aussi que c'est une discussion entre les auteurs de la Mishnah. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est en fait, pour récupérer où c'est dans la Gemara, ça serait Ketanae. Alors, 2 secondes, je vais essayer de localiser. Donc, c'est dans les grandes lignes de la Gemara, 2, 4, 6, 8. Je recompte encore une fois. 2, 4, 6, 8. Je pense 8 lignes, 8e ligne de la Gemara, donc 4A en partant par le haut dans les grandes lignes. La ligne, elle commence par Litle Achana des Rabbah. Et voilà. Et ensuite, ça continue. Donc, le premier mot de la ligne, c'est Litle. Et donc, ensuite, c'est Ketanae, comme il a été enseigné dans une braïta, que c'est une discussion entre les auteurs de la Mishnah. Vous l'avez? Et donc, sur un grain, je vais relire ça avant de faire Tosfot. Donc, Ketanae, comme ça a été, donc c'est comme une discussion qui est marquée dans la braïta. Nolda be Shabbat, donc si un œuf il est né Shabbat, Te'achel be Yom Tov, il peut être mangé le Yom Tov qui est le lendemain. Be Yom Tov, Te'achel be Shabbat. Mais si jamais un œuf il est né un Yom Tov qui tombe un vendredi, il peut être mangé Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rabbi Eliezer, Adain imachloket, c'est-à-dire ça reste une discussion. Chez Bet Shammai Omrim Te'achel, c'est-à-dire que Bet Shammai disent qu'on peut manger. Donc cet avis qui dit qu'on pourrait manger le deuxième jour l'œuf, c'est uniquement l'avis de Bet Shammai qui permettait le premier jour aussi. Ou Bet Hillel Omrim Lo Te'achel, et Bet Hillel qu'ils interdisent donc un œuf qui est né Yom Tov, ils interdiront aussi de le manger si jamais c'est un Shabbat qui suit le Yom Tov, il reste interdit le deuxième jour. Donc c'est une discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Donc ok. Donc alors quel est le problème avec ça? C'est parce que voilà, donc c'est que Rabbi Yehuda ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que selon Bet Hillel, en tous les cas, donc un œuf qui est né Yom Tov, il ne peut pas être mangé Yom Tov. Et en plus de ça, si jamais en fait le Yom Tov est suivi d'un Shabbat, par exemple, on ne mange pas l'œuf non plus le Shabbat. Le point le plus important, c'est le premier, c'est que Rabbi Yehuda, il semble dire, en tous les cas, que selon Beth Hillel, un œuf qui est né Yom Tov, il ne peut pas être mangé Yom Tov. Ok. Maintenant, si on tourne les pages en arrière et on se souvient en fait de l'histoire des jus de fruits qui coulent tout seuls. Et en fait, si tu regardes, si on se souvient en fait, c'est que Rabbi Yehuda, lui, il avait dit qui avait dit que si jamais donc il y a des jus de fruits qui coulent tout seuls d'un fruit pendant le Yom Tov, en fait, on peut les utiliser, on peut les boire, on peut les utiliser pendant le Yom Tov. Où c'est exactement, je pense que c'est dans la page 4, ça devait être dans 3B. Voilà, c'est par exemple, j'essaie de récupérer la braïta qui nous intéresse. C'est 3A même en bas de la page. Voilà, par exemple, donc il y avait marqué, si vous scrollez vers le milieu de la page, je pense, donc il y a marqué Tena, donc 3A, vers le milieu de la page, il y a je vais compter vers le bas, 2, 4, 6, 8, 10,
11e ligne en partant du bas. Il y a une ligne qui commence par Shane, Shane Tnan. Et donc, le mot qui nous intéresse, c'est Tnan. Donc, on ramène une Mishnah, où là-bas, il y avait marqué, donc, En Sochazin Ataperot Leosim En Mashkin. Donc, ça veut dire, on ne presse pas des fruits pour faire sortir du jus, a priori, ni Shabbat ni Yom Tov. Vem Yatsume Atzman, Asurin. Et si le jus, il est sorti tout seul, c'est interdit, tout est interdit. Rabbi Yehuda Omer, Im leochlin ayotse men mutar. Rabbi Yehuda, il avait dit si c'était quelque chose en fait qui a été fait pour être mangé, donc ce qui en sort, c'est permis. Mais les mashkin ayotse men asur, si c'était fait, si ces fruits-là, ils étaient là pour faire des jus de fruits, le jus qui sort, le Yom Tov, il est interdit. Or, maintenant, c'est pas la peine de refaire toute la souguia, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que, on voit donc que Rabbi Yehuda, lui, il pense dans la Mishnah que s'il y a du jus qui est sorti d'une orange, par exemple, pendant Shabbat ou Yom Tov, le jus, il est permis si l'orange, elle était faite pour être mangée. Alors, selon tous les cas, un des avis dans la Gemara, quand il y avait un œuf qui était pondu d'une poule pendant Yom Tov, la raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce que c'est comme un jus de fruits qui tombe de la poule, quoi. Et or, la poule, en fait, elle est faite pour être mangée, donc c'est un solide. Et donc, selon Rabbi Yehuda, la poule, en fait, l'œuf qui est né Yom Tov, il devrait être permis. Et ça, c'est déjà plus ou moins la conclusion. Et l'idée, l'idée, c'est de dire, et la question de Tosfot, il avait demandé là-bas en disant, mais comment Rabbi Yehuda, il peut trancher comme Beth Shammai, puisque c'est Beth Shammai qui pense qu'un œuf qui est pondu Yom Tov, il est permis, Beth Hillel, ils interdisent. C'était ça ce que Tosfot, si vous vous souvenez, et il avait dit dans la page 3b, il y a un petit Tosfot qui s'appelle Lididi, Afilu Berishon Nami Sharia, Tosfot que j'avais aussi tenté de sauter jusqu'à ce que j'avais été repris par des... parce que voilà, donc je dit ok, donc je ne vais pas sauter celui-là, donc je saute pas celui qui est connecté, qui est... Non, donc en tout cas, dans ce Shabbat, dans ce Tosfot, là-bas, Tosfot, il avait demandé, donc c'est le 3b, le deuxième Tosfot, Tosfot, il avait dit, Vetema, et c'est étonnant, le Rabbi Yehuda d'Amar Kebet Shammai. Est-ce que selon cette interprétation, il se trouve que Rabbi Yehuda, il pense qu'en Bet Shammai, qu'un œuf qui est pondu Yom Tov, il est permis, puisqu'il permet des jus de fruits qui sortent de la nourriture pendant Yom Tov ou Shabbat. Est-ce que Rabbi Yehuda, il peut avoir laissé tomber la vie de Beth Hillel qui est interdit et tranché comme Beth Shammai? Et Tosfot, il avait répondu, Veyesh Lomar, il y a lieu de dire, Rabbi Yehuda Aya Omer, alors que Rabbi Yehuda, il pensait, Lo nechleku Beth Shammai ou Beth Hillel bedavarze meolam. Il pensait que Beth Shammai et Beth Hillel n'avaient jamais discuté sur ce point. Et donc, c'est pour ça que lui, il permettait l'œuf qui est né Yom Tov, parce qu'en fait, il pensait que Beth Hillel n'avait jamais interdit. Ça, c'est ce que Tosfot dit. C'est bon. Alors, c'est possible. OK, c'est difficile, c'est possible. Mais le problème de Tosfot qu'on a maintenant, c'est que, voilà, ici, on a Rabbi Yehuda qui ramène directement dans ce braïta la discussion de Beth Hillel et Beth Shammai qui parle de ça. Donc, voilà. donc dans la page 4a, si vous voulez, on peut relire la Braïta, au cas où vous avez eu le temps de l'oublier, comme moi depuis tout à l'heure, moi je la relis encore une fois pour faire sentir vraiment la question, c'est que si on reprend Ketanae, donc encore une fois, j'ai oublié combien, je crois que c'est la 9e ligne en partant du bas, enfin bref, j'espère que vous vous rappelez la ligne qui commence par Litve Achana Deraba, donc Ketanae, donc je reprends la Braïta, Nolda Beshabbat Teachel Beyom Tov, donc le premier avis c'est Tanakama qui disait il est né Shabbat, l'œuf il est né Shabbat, il peut le manger le Yom Tov le lendemain, Beyom Tov Teachel Shabbat. Le Yom Tov, s'il est né Yom Tov, on peut le manger le Shabbat, c'est le lendemain. Rabbi Yehuda Omer, donc Rabbi Yehuda, le même Rabbi Yehuda, donc qui permet les jus de fruits qui tombent d'une orange pendant Yom Tov et Shabbat, et qui semble permettre donc un œuf qui est né Yom Tov, il dit Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer, Adaïni Marloket, c'est toujours une discussion. Chez Beth Shammai, on rime Teachel, ou Beth Shammai disent qu'on peut manger l'œuf, et Beth Hillel, on rime le Teachel, et Beth Hillel disent on ne peut pas manger l'œuf. Et donc, on voit bien que Beth Hillel, il pense que Rabbi Yehuda, il dit que selon Beth Hillel, non seulement c'est interdit de manger l'œuf qui est pondu Yom Tov, mais même le lendemain, c'est interdit si c'est un Shabbat, quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que Rabbi Yehuda, il pense qu'il n'y a jamais eu de discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai sur ce sujet, alors qu'ici, voilà, il cite lui-même une discussion, il dit que c'est encore la marloquette. Donc, c'est un gros problème, on va dire, pour le Tosfot d'avant. Donc, ça, c'est la question de Tosfot. Donc, maintenant, voilà, c'est clair la question? Voilà. Donc on peut faire le petit Tosfot, voilà, que j'avais voulu sauter. Donc Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer Adaïni Marloket, donc Rabbi Yehuda dit Rabbi Eliezer que c'est une Marloket, alors qu'on a Afalgab, donc Tosfot dit Afalgab des Piraches L'île, bien que j'avais expliqué plus haut, donc dans la page 3b, les Rabbi Yehuda Svirale, Rabbi Yehuda il pensait des Lon Echleko Bet Shammai ou Bet Hillel Bedavarze,
qu'il n'y a pas de discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel sur ce sujet-là. C'est pour cette raison qu'il permettait un œuf qui avait été pondu Yom Tov comme un jus de fruits qui a coulé d'une orange. Mikol Makom, Lokashia. Ce n'est toujours pas une question. Pourquoi? Mais Achad, donc de cette braïta, des Adidé, Adéravé. Ça, c'est ce que lui, il pense. Ça, c'est ce que son Rav, il pense. Dans le sens où, c'est-à-dire que quand Rabbi Yehuda, il parle, il dit Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer. Donc, lui, il veut dire que c'est Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Eliezer, il pensait que c'était une marcoquette, mais lui-même, il pensait que ce n'était pas une marcoquette. Et donc, voilà, c'est pour ça que donc lui, il pense qu'en fait, Beth Hillel n'ont jamais interdit du tout. OK? Voilà, tu vois, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, voilà, c'est une manière de s'en sortir. Voilà, c'est un calcul, tout ça. Bon, voilà, il n'y a rien à dire. Le calcul, il est vrai. La réponse, bon, elle est un peu faible, quoi. Mais bon, voilà, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, ici, c'est Rabbi Yehuda selon Rabbi Eliezer. Donc, Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rabbi Eliezer que lui, il pense que c'est une discussion, et non seulement c'est une discussion sur un œuf qui est pensé Yom Tov, non seulement Beth Hillel, ils interdisent un œuf qui est pondu Yom Tov, mais même ils interdisent même le lendemain, si c'est Shabbat. Ça, c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yehuda lui-même, comme il pense qu'un jus de fruit qui est tombé d'un fruit tout seul, il est permis, Yom Tov, donc lui, il pense qu'un œuf qui est pondu Yom Tov, il est permis aussi. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'il peut aller contre l'avis de Beth Hillel? Rabbi Yehuda lui-même, il pense qu'il n'y a jamais eu de discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, que son Rav, il délirait. Donc voilà, donc comme ça veut vous dire que si jamais vous pouvez penser aussi comme moi je délire, c'est pas très grave, puisqu'on voit que même Rabbi Yehuda, il pensait la même chose. Ça veut dire, je veux dire honnêtement, c'est très difficile de dire que, c'est-à-dire cette réponse qu'on dit que quand des fois un auteur de la Mishnah, il parle au nom de son Rav, comme ici, où il y a marqué au nom de Rabbi Eliezer, et que lui, il n'est pas d'accord. Je veux dire, tu vois, ça, c'est possible de le dire si jamais il discute sur une logique, à savoir, est-ce que c'est logique de penser ça ou pas, etc. Mais quand il discute sur une tradition, de dire que son Rav, il lui a enseigné que c'est une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, et que lui, il dit non, mais moi je pense qu'il n'y a jamais cette discussion. Tu vois, c'est difficile, parce que lui, il n'a pas connu Beth Hillel et Beth Shammai, tu ne discutes pas sur ton Rav, sur un truc qui est la tradition, tu vois ce que je veux dire. Tu peux dire, je ne suis pas d'accord, tu peux dire, j'en sais rien, mais tu ne veux pas dire, oui, non, mais ça, c'est ce que mon Rav, il disait, mais moi, je pense que c'était du baratin, ils n'ont jamais dit ça, tu vois. Je veux dire, c'est très dur de penser de dire un truc comme ça, quoi. C'est ce que Tosfot, il dit à cause de la question. Ok, whatever. Donc, s'il doit avoir une tradition, il doit avoir une autre tradition, il faut qu'il ait un autre Rav qui dit le contraire, quoi. Parce que de sa propre tête, il ne peut pas dénigrer la tradition de son Rav alors qu'il n'était pas présent lui-même, quoi. Je veux dire, ça n'aurait pas de sens. Mais il peut comprendre que la discussion de Beth Hillel et de Beth Shammai, elle n'est pas là-dessus, ou qu'ils sont d'accord finalement, ou un truc comme ça. Mais c'est difficile, tu vois, parce que c'est lui dit, tu vois, parce que ça soit dit, l'honneur les coups, Beth Shammai ou Beth Hillel, mais voilà, tu vois, mais c'est la raison, c'est la seule manière de s'en sortir, de dire, voilà, c'est pas comme Beth Shammai, c'est pas comme Beth Shammai, Beth Hillel, ils sont d'accord. Maintenant, est-ce qu'il n'y a jamais eu de discussion? Est-ce que c'est sur un autre point? Peut-être, tu vois, mais en tous les cas, c'est un truc de tradition, tu vois, tu peux pas. A priori, c'est pas une discussion de logique en disant moi je pense que ça c'est Mouxé, moi je pense que c'est pas Mouxé. Ça, on comprend qu'un élève il peut avoir un avis différent de son Rav, mais c'est légitime. Mais c'est comme si jamais, je sais pas moi, si je sais pas des trucs qui sont de la tradition orale que tu es pas présent. Je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Moi, je sais pas quand c'est mon Rav dans lesquels ça, tu vois, je sais pas, lui dit que Rav Yerucham et il a dit ça et ça. Tu vois, parce que lui, il était à la Yeshiva Tmir, il a écouté pendant des années comme Rabbi Yerucham. Si moi je dis, oui, mais Rabbi Yerucham, il n'a jamais dit ça, moi je ne l'ai jamais connu, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu, tu vois, c'est sur quoi tu prétends dire ça, tu vois, ça veut dire, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est un truc de tradition, c'est difficile de dire que tu discutes sur ton Rav comme ça, quoi. Ok, ça veut dire qu'il avait une autre tradition, on ne sait pas laquelle. Alright, ok, en tous les cas, donc, en tous les cas, de cette aspect, bon, Rachem, on l'a pas sauté, et donc on peut reprendre maintenant la Gemara, et donc, ok. Donc, la Gemara, elle dit, donc, elle reste sur le même sujet, en fait. Donc, d'un œuf qui a été pondu Shabbat ou Yom Tov et que le lendemain, c'est Yom Tov ou Shabbat. Est-ce qu'il est permis ou pas? Donc, on nous dit, je pense, donc, on est 3 lignes avant la fin, je pense. Je pense que oui, parce que je pense que l'histoire d'avant, on l'avait faite. Celui qui voulait faire une omelette et tout ça. Et que voilà, donc, il avait dit que c'était interdit parce que même celui qui permettait, en fait, il permettait le deuxième jour, mais le premier jour, il était mouxé, donc tu ne peux pas faire une omelette pour Yom Tov pour le Shabbat. Et donc maintenant, dans le deuxième cas, on est dans la 4 lignes avant la fin de la page. Donc oui, 4A. Voilà, dans la 4e ligne, vers le mot Ushpizikne, qui est vers le milieu de la ligne. Voilà, la ligne elle commence par vélo, l'ismor bakere amita, et pas pour tenir les pieds d'un lit. Et donc là, notre histoire, elle commence ici. C'est Ushpizikne, Ushpizikane, ou je ne sais pas comment
on dit ça, mais ça veut dire l'autre, ça veut dire celui qui était Ushpizikane, c'est celui qui était l'hôte de Rav Papa. Là, il y en a qui disent Aou Gavra, que c'était pas son hôte de Rav Papa, c'était un homme lambda. Aou Gavra de Rav Papa, donc il y a cet homme-là qui est venu poser une question à Rav Papa. Avaliou Anar Betse, Mishabat Yom Tov. Donc il avait le cas duquel on parle, donc c'était un Shabbat. Donc il avait des œufs qui étaient nés Shabbat, et le lendemain c'était Yom Tov, et il voulait savoir si demain il pourrait les utiliser. Atal Kameh, donc il allait devant Rav Papa pour lui demander la question. Amarle, Maoule Mirklin Hu le Mahar. Il a demandé est-ce que j'ai le droit de manger donc ces œufs qui sont nés Shabbat, est-ce que je peux les manger demain Yom Tov? Amarle, il lui a répondu à Rav Papa Zilaïdna, ça veut dire pars aujourd'hui, mais t'as les Mahar et reviens demain. Il n'a pas voulu lui donner la réponse tout de suite. Pourquoi? Rav, parce que Rav Lomoke Amora il l'avait. Ça veut dire, puisque Rav, il donnait pas, Lomoke Amora, la traduction des mots, il ne nommait pas un Amora, ça veut dire un traducteur. Le Amora, c'était difficile à dire qu'est-ce que c'était son job, mais c'était, je sais pas comment dire, c'est un traducteur. Et voilà, c'est celui quelqu'un qui décodait en réalité, hein, c'est ça son job. Il semblerait que, tu vois, ça veut dire à l'époque comment ça fonctionnait, c'est que les rabbinim, tu vois, ils parlaient pas le langage des communs des mortels. Et donc, en fait, si tu veux, quand le rabbin donnait une réponse, il donnait jamais la réponse directement. Il donnait la réponse par l'intermédiaire d'un amora qui explicitait la réponse, tu vois, qu'il a décodé. Donc, en fait, donc l'idée, c'est que Rav, il ne mettait jamais. Donc, quand un Rav, il voulait, par exemple, si Rav, il voulait répondre à des questions, il fallait qu'il mette, d'abord qu'il nomme un traducteur qui allait être son, si tu veux, je ne sais pas, son interprète pour les réponses qu'il allait donner aujourd'hui. Et donc, en fait, lui, il ne mettait jamais un interprète d'un Yom Tov pour le lendemain. Mishum Shirhut, à cause de l'alcool. Ça veut dire grosso modo, ça veut dire à cause de l'alcool ou de l'ébriété. C'est parce que grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que comme Yom Tov, les gens ils mangent et boivent, etc. Donc, il y a un interdit de la Torah pour un Rav de répondre à des questions de halakha quand il est en état d'ébriété, si c'est des halakhos qui sont liés à Orach Chaim et Yoredea. Et donc, c'est un passage de la Torah qu'on apprend de la paracha de Haremot, ou le Harot Ben Natane ou Ben Nator, etc. Donc, on ne sait pas exactement c'est quoi la mesure d'ébriété qu'il faut avoir. Donc, en fait, Rav, donc après Yom Tov, ça veut dire après Mincha, comme c'était le moment de la Séouda, donc comme il buvait de l'alcool, donc il ne répondait plus aux questions. On va dire ça, ce que ça veut dire le Yom Tov dans l'après-midi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il lui a dit de revenir le lendemain. Donc Rav Papa, il a fait la même chose. Donc, c'est ça. Donc la traduction des mots, c'est l'Omokim Amora. Il nommait pas un interprète. Ça veut dire quelqu'un qui était là pour répondre aux questions. Il avait Miyomata Valechavre d'un Yom Tov pour les questions du lendemain. Mishum Shichut à cause de l'ébriété. Donc ça veut dire a priori il répondait aux questions que le matin et après la Tchila, j'imagine, ou après Mincha, on ne sait pas exactement quand. En fait, il ne répondait plus aux questions. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a dit de revenir le lendemain. Kiata les Mahar, donc quand cette personne est revenue le lendemain pour savoir s'il pouvait faire son omelette, Amalé, il lui a dit Iku Sharib, ça veut dire si jamais Iku Ashta, si ce n'était à cause Iku Ashta, si ce n'était si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ça de te repousser à demain. Ichou, la traduction du mot Ichou, ils ont traduit R. Ichou Ashta, c'est comment maintenant. Mais c'est la traduction des mots. Mais ça voudrait dire, en fait, si c'était pas que je t'avais dit de revenir le lendemain, Ishtelai, j'aurais oublié, j'aurais fait une erreur. V'amre lecha, je t'aurais dit, on a la règle, Rav et Rabbi Yochanan, Alachak et Rabbi Yochanan, que donc, quand il y a une discussion entre Rav et Rabbi Yochanan, qui étaient les deux rabbanim qui avaient, en fait, au début, en fait, du Yishuv des Juifs en Babylonie. En tous les cas, donc, les deux venaient d'Israël à la base. Mais donc, en tous les cas, l'Alaha, donc, c'est eux qui avaient fondé les deux grandes yeshivot, etc. Donc, on a une règle que quand il y a une discussion entre Rav et Rabbi Yochanan, l'Alaha est comme Rabbi Yochanan. Donc, ici, Rabbi Yochanan, c'est lui qui permet de faire l'omelette le lendemain. Donc, j'aurais permis, grosso modo, à Marava, mais on a un enseignement de Rava, donc, qui est un des grands rabbanim qui est venu beaucoup plus tard, qui a dit qu'en fait,
il est Kheta qui est batté des Rav, que la Lacha est comme Rav malgré tout, d'une manière exceptionnelle, Netlat, sur 3 cas, on n'a pas, la Gemara ne va pas citer, Rashi, il va le dire plus tard, Ben Likula, que ce soit dans les cas où il est lenient, où il est comment dire, facile, j'ai oublié comment dire. Permissif. Permissif, voilà, permissif. Ben Likula, dans les cas où il est Mahmir, où il interdit. Voilà, donc, grosso modo, ça veut dire qu'ici, Rav Papa, il semble dire au nom de Rava, c'est pour ça qu'on a raconté cette histoire, de dire que, exceptionnellement, la Lacha serait comme Rav, et que donc un œuf qui est né Yom Tov, il serait interdit Shabbat, ou un œuf qui est né Shabbat serait interdit Yom Tov, comme selon Beth Hillel. Voilà, on va faire Rashi sur ça déjà, rien de spécial a priori. Donc, Rashi, que dit Rashi. Ok, donc ces 3 lignes avant la fin de la page. Des Rav Lomoke Amora, ça veut dire que Rav, donc il ne mettait pas, il ne nommait pas un Amora sur lui. Donc Rashi explique, Loayam Mahamid Meturgeman, donc il ne nommait pas un Meturgeman. Meturgeman, ça veut dire un traducteur, un interprète, les fanav devant lui, il droche dracha à l'arabim pour faire des drachot au public. Ça, c'est vraiment étrange, tu vois. Je sais pas qu'est-ce que les drachot au public elles viennent faire ici, tu vois, et ça veut dire que tu vois, l'interdit, il est de répondre à des questions de halakha, il n'est pas de faire des drachot au public, tu vois, mais ça veut dire que quelqu'un il peut faire des drachot au public en état d'ébriété autant qu'il veut. Donc, je sais pas, tu vois. Non, mais c'est vrai, ça veut dire il n'y a aucun interdit, il n'y a aucun problème, tu vois. Genre, tout le monde fait des drachot le Shabbat après-midi, il n'y a personne. Je sais pas, tu vois. Non, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il a avec les drachas à l'arabim. On va voir, je finis les rachis puisque lui-même, Rashi, il va citer le verset, etc. Donc, je lis les rachis jusqu'à la fin. Mais a priori, ces drachas à l'arabim, c'est vraiment étrange. Parce qu'il n'y aurait certainement aucun interdit de faire des drachot en public en ayant bu du vin avant. Je ne vois pas. Enfin bref, en tout cas, j'avance sur Miyoma Tavale Havre, ça veut dire d'un Yom Tov au suivant. Donc, Kelomar, c'est-à-dire Mishasa à Yom Tov, à partir du moment où il avait fait le Yom Tov. Donc, lui veut dire que ce qu'il appelle Yom Tov, c'est pas le jour de Yom Tov, c'est le Yom Tov d'avoir fait la fête, quoi. Miyoma Tavale Havre, ça veut dire d'un jour de fête au suivant. Donc, ça veut dire une fois qu'il a fait la fête, Rav, il mettait pas un Amora pour, on va dire, pour répondre aux questions. Et donc, faire la fête, ça veut dire manger et boire, quoi. Donc, Rachid veut dire Mishasa Yom Tov, c'est qu'il avait fait, à partir du moment où il avait fait la fête. Et donc, voilà. Donc, ça veut dire le repas du Shabbat matin, on va dire, ou le kidouche, voilà, après le kidouche. Voilà, c'est, les gens, ils ont déjà bu, voilà. Ça veut faire la fête. Et donc, là, il répondait plus aux questions de la Har. Et nous, la Har Seuda, ça veut dire après le repas, Ad le Mahar, jusqu'au lendemain. Mishum Shirchut, à cause, donc, de l'ébriété. Alors, parce que, ok, alors Rachid, ok, je pense qu'il veut dire. Alors Rachid va expliquer pourquoi est-ce qu'il a parlé d'une dracha à l'arabie. Pourquoi c'est-à-dire, Rachid, c'est Sylvain qui est là, mais c'est pas d'accord. Donc Rachid il va parler ici de pourquoi est-ce qu'en fait, donc, il a parlé d'une dracha à l'arabie. Donc, je ne sais pas pourquoi, donc il dit des Rav, parce que Rav, au rouillé, ava moré bidracha shelo. C'est parce que Rav, il disait il tranchait des lois halachiques. On est à la page 4a, dernière ligne dans Rashi. On est en train de parler donc sur le fait que Rav ne faisait pas le drachot le Yom Tov après-midi, le Shabbat après-midi, en tous les cas après avoir été au Kiddush. Parce qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah quand on est alcoolisé. Donc, en tous les cas, je reprends donc Rashi. Donc, Rashi dit Mishum Shirkut à cause de l'alcool. Des Rav au rouillé, Ava, Moré. Donc, page 4a, dernière ligne de Rashi. Mishum Shirkut à cause de l'alcool. Des Rav au rouillé, Ava, Moré, Bidrasha Shelo. Parce que Rav, il enseignait des enseignements, c'est-à-dire, il tranchait des arguments halachiques dans sa dracha, Kedam Winan Mikritut. Comme la Gemara le dit dans Kritut. Ok, ça veut dire, ok, disons, c'est vrai, ok. Ouais, et donc, ça veut dire, c'est ça le problème. Ça veut dire, il n'y a pas de problème de faire des drachot. C'est-à-dire, tu peux faire des drachot autant que tu veux, même en état d'alcoolisé, mais ça veut dire, le problème, c'est que Rav, lui, tranchait la halachot dans ses drachot. Et quand je regarde là-bas dans la Gemara, c'est pas qu'il faisait spécialement, parce que j'aurais pu dire, ok, alors, fais des drachot sans trancher la halachot. Mais ça veut dire ce que la Gemara explique là-bas, c'est que les gens, ça veut dire Rav, il était tellement important dans sa génération que si dans la dracha,
n'importe quoi, ça veut dire même si vous faisiez une dracha, j'en sais rien, comme on fait les cours pour les Français, je sais pas, sur la psychologie de la relation entre Rivka et Jacob ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire que lui, comment dire, il allait dire dedans des halakhot, qui allait être, puisqu'il doit mentionner quand même il pouvait mentionner des cas de halakha, et s'il mentionnait des cas de halakha, les gens, ils allaient prendre au sérieux, et ils allaient prendre ça comme comme une décision halakhique, puisqu'il était tellement sérieux que, donc c'est pour ça que lui, dès qu'il buvait, en fait, il s'interdisait de faire aucune dracha de peur, parce que s'il citait quelque chose, une halakha, les gens, ils allaient penser que c'était une décision halakhique. C'est ce que la Gemara a dit là-bas, c'est que Rav, il était tellement important que tout ce qu'il disait, c'était une décision halakhique. Ça veut dire, voilà, donc c'est ça l'idée. Donc, je sais pas pourquoi Rachid a besoin tellement de rentrer tellement là-dedans, tu vois. Puisque Rav Papa, lui, on l'a posé, enfin bref, donc j'arrête de commenter. Rav Ouya va mourir bidracha shelo, ça veut dire Rav, il enseignait donc des halachot dans sa dracha, ça veut dire d'une manière, on va dire, automatique, même contre son gré, quoi, puisque tout ce qu'il disait, c'était vu comme une décision halachique, parce qu'il prenait au sérieux ce qu'il disait. Puis d'un ouïna de Bekritout, comme on dit dans la traité de Bekritout. Et donc maintenant, Rachid va expliquer donc l'interdit d'enseigner la Torah, c'est uniquement les décisions halachiques, quand on a bu. Mais Shikor est quelqu'un qui est assourd léorot, il n'a pas le droit d'enseigner, mais léorot ici, ça veut dire trancher la halakha, directive, parce que le verset est dit, donc c'est dans la paracha de Remot, à la fin de Vaïkra, enfin, à la fin de Vaïkra, Yaïn veshechar al tesht, ça veut dire du vin et de l'alcool ne bois pas. Et à la fin du verset, il est marqué Uktiv léorot et ben Israël, pour enseigner aux enfants d'Israël. La suite du verset, c'est l'Avdi, le Benatamé ou Benataor, pour séparer entre le pur et l'impur. Et là-bas, en fait, ça parle des lois de la cacheroute. Donc, en fait, on apprend que dans les lois de la cacheroute, on ne peut pas enseigner ni les lois de la cacheroute, ni les lois de Shabbat. Ça veut dire, grosso modo, c'est tout ce qui est lié au Achaïm et Yoredea. En fait, on ne peut pas enseigner, trancher des halachot ou enseigner des halachot si on est alcoolisé. Alors, voilà, l'histoire des œufs qui sont des Shabbat et Yom Tov, c'est par contre, ce qui était, comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà un cours là sur ça que la Gemara a dit que quand on devait trancher des cas où il y a des questions de vie ou de mort, tous les Dayanim, ils devaient boire avant de s'en donner leur sac. Tu vois, je pense que c'est étonnant, mais voilà, c'est ce qu'on fait dans la Gemara. En bref, tu vois, mais en tous les cas, bref, en tous les cas, donc ça c'est, ok, donc ça c'est l'histoire. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu répondre. Donc on tourne la page, donc on est maintenant en 4D, Rachid en haut de la page. Hu Ashta, ça veut dire maintenant, ça veut dire comment maintenant, c'est la traduction des mots. Ça veut dire si j'avais pas attendu le lendemain, Im oreti lecha etmol, donc Rachid explique, donc je suis dans la première ligne de Rachid, page 4b, Im oreti lecha etmol, si je t'avais enseigné cette halakha hier, Bishirchuti, quand j'étais sous, Ishtelai, j'aurais oublié, Shaharti, je me serais trompé, mais Shagagti, j'aurais fait une erreur, Vaiti Moré Boheter, et donc j'aurais enseigné une permissivité, puisque Rabbi Yochanan y permet, Mishum de Kaimalan Bishar Durte, Mishum parce que les Kaimalan, c'est-à-dire on tient pour nous Bishar Durte dans tous les cas, dans les autres cas, Char c'est les autres, Durti c'est les cas, les endroits, Rav et Rabbi Yochanan, discussion entre Rav et Rabbi Yochanan, Alachak et Rabbi Yochanan, Alachak et Rabbi Yochanan. Donc il dit, Chav maintenant, il a fait des khaticha, donc c'est bien que je t'ai repoussé hier, Adayom, jusqu'à aujourd'hui, Niskarti, et je m'en suis rappelé, et donc maintenant il ne pourra pas manger son omelette. Amarava, puisque Rava il a dit, il kheta, kevate des Rav be'anetlat, Alachak est comme Rav sur 3 cas. Donc un des 3 cas, en tous les cas, c'est celui-là, chez Amar, l'Inyan Betsazu, des Shabbat de Yom Tov. Un des cas, c'est donc là où donc, il a dit Rav qu'il a interdit donc l'œuf qui était né Shabbat de le manger le Yom Tov qui suit. Et donc les 2 autres cas, on va le voir bientôt. Ou le Kameh Bishne Yamim Tovim Shel Galuyot Nechlak Leakel. Donc par contre plus loin dans les 2 jours de Yom Tov qu'on fait dans l'exil, là-bas Rav il a discuté sur Rabbi Yochanan pour permettre. Ça veut dire permettre un œuf qui se cadait le premier jour, le deuxième, etc. Vashlishi. Et la 3e cas, Bishni Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Ils discutent sur les 2 jours de Rosh Hashanah. Est-ce qu'on peut faire ça? On verra tout ça, je pense, bientôt. Nechak Lahmir, donc là-bas, il a été Mahmir. Et quoi qu'il en soit, c'est que dans ces 3 cas-là, en tous les cas, on ne cite pas c'est quoi les 3 cas pour l'instant. En tous les cas, dans le cas de l'œuf qui est né Shabbat, est-ce qu'on peut le manger Yom Tov qui suit? C'est pour ça que la serait comme Rav contre Rabbi Yochanan, comme quoi c'est interdit. C'est bon? C'est clair? Voilà.
Donc, je continue. Donc, maintenant, on est à une autre histoire qui est reliée à ça un petit peu. Voilà, donc, on est donc quatrième ligne, page 4b, quatrième ligne de la Gemara. Donc, voilà. Dalet Amud Bet, quatrième ligne. J'y vais. Début de la ligne. Amar Rabbi Yochanan. Donc, Rabbi Yochanan, il a dit, Sim Shenashko Minadekel, du bois qui est tombé d'un palmier. À chaque fois que je vois cette Gemara, je me dis, mais ils n'avaient aucun sens de la safety, ça fait déjà de la sécurité. Donc, du bois qui est tombé d'un palmier, Shabbat, pendant le Shabbat, Asur la Sikan de Yom Tov, on n'a pas le droit de les brûler Yom Tov. C'est parce qu'a priori, ça voudrait dire, s'ils sont tombés dans un endroit où il y aurait du feu, quoi. Mais on va dire, ok, peut-être pas, on verra peut-être plus tard que ce sera ça. Mais en tout cas, ça voudrait dire, s'il y a du bois qui est tombé d'un palmier pendant Shabbat, on ne peut pas l'utiliser Yom Tov. Et c'est quoi le chidouche? C'est parce que donc, Shabbat, c'est mouxé, parce que c'est comme des fruits qui sont tombés de l'arbre, on a vu qu'ils étaient mouxés, des beurres qui va aller les cueillir. Mais normalement, le lendemain, selon ce qu'il avait dit à Rabbi Yochanan, comme il n'y a pas le problème de Achana, puisque Rabbi Yochanan, il avait permis à un œuf qui est né Shabbat de le manger Yom Tov le lendemain. Parce qu'il pensait qu'on n'avait pas le problème de Achana, de Rabar, et donc parce que donc l'œuf, maintenant, il n'était pas mouxé le lendemain, puisqu'il était né depuis la veille. Donc la question est de dire pourquoi. Alors ici, il interdit d'utiliser du bois qui est tombé Shabbat pendant Yom Tov. Donc c'est ça la question. Donc Essim Shenashku Minadekel, je reprends au début de la phrase. Essim Shenashku Minadekel, donc du bois qui est tombé d'un palmier le Shabbat. Asur la Sikan de Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire brûler pendant Yom Tov. Val Teshiveni Betsa, et ne pose pas la question de l'œuf, où lui, il avait permis donc un œuf qui est né Shabbat de le manger Yom Tov. Maïk Ta'ama, quelle est la raison? Betsa, l'œuf, Mishum de Beyoma, puisque le jour même, donc le Shabbat, Nami Chazia, aussi elle était apte. Les gom'a, ça veut dire de la gober, ça veut dire de la manger crue en la gobant. Velo Kacharele, et on ne lui permet pas de le faire, puisque l'œuf qui est né Shabbat, il est mouxé, puisque voilà, on va dire ou bien il est mouxé, ou bien c'est du jus de fruits qui sont coulés, quelle que soit la raison pour laquelle c'est interdit, mais on interdit la personne de gober l'œuf qui est né Shabbat. Velo Kacharele, et on ne lui permet là, à l'œuf, ad lemachar, que le lendemain, donc dans le Yom Tov, on lui permet de faire une omelette avec l'œuf. Mida Yedia, donc la personne qui a posé la question, et elle sait des Batioma Asura, que le jour même c'était interdit, ça veut dire que le Shabbat elle était mouxée, puisque de toutes les manières, voilà, donc normalement, parce qu'elle est née Shabbat, et donc elle est interdite de la déplacer Shabbat, et donc on ne peut pas la gober, ni rien du tout. Donc il sait que le jour même elle est interdite. Voilà, les Mazoar, et Sim. Donc c'est pour ça qu'on peut paradoxalement lui permettre le lendemain. Je vais finir la phrase et je vais expliquer. Par contre, Essim, du bois qui est tombé Shabbat, Essim de l'ochazé le yomé, ça veut dire donc le bois de l'ochazé le yomé, qu'on ne pouvait rien faire le jour même, puisqu'en fait le Shabbat, on ne pourra faire du feu ni rien, donc on ne peut rien faire avec des bois morts qui sont tombés pendant Shabbat. Contrairement à un œuf, encore une fois, on aurait pu le gober cru. Donc, du bois qu'on ne peut rien faire, les yomaïrou, pendant le jour même du Shabbat, Ishare Léou les Machar, si jamais on lui permettait le lendemain de l'utiliser pour faire du feu, à Télémémar, il va venir à dire, Beyomaïrou, ça veut dire du bois qui tombe le Yom Tov, normalement, un bois qui tombe le Yom Tov, quel que soit le Yom Tov, Namisharu, le bois il est aussi permis. Vêtemol, et pourquoi est-ce qu'on m'a interdit hier de l'utiliser? Mishum Shabbat, c'était parce que c'était Shabbat. De l'ochazou la asaka, et parce qu'on n'avait pas le droit, ou ce n'est pas apte à faire du feu. Voilà, donc ça c'est la traduction de l'Agmara. Donc j'essaie d'expliquer simplement ça, ça veut dire c'est simplement rien de très compliqué. C'est simplement donc c'est que, encore une fois, Rabbi Yochanan, donc on est encore dans le cas d'un Shabbat qui est suivi d'un Yom Tov. Et donc Rabbi Yochanan, il avait permis à un œuf qui est né Shabbat de le manger Yom Tov. Et donc il dit voilà. Donc ok, pourquoi? Parce qu'il dit voilà, parce qu'il n'y a pas le problème de Hachana, il ne faut pas que la chose soit préparée depuis la veille. Donc le seul problème, c'est un problème de Mouxé. Alors c'est vrai, Shabbat, l'œuf était Mouxé parce qu'il est né Shabbat, mais le lendemain, voilà, Yom Tov, c'est un autre jour. Et donc l'œuf, maintenant, il était né la veille, donc il n'est pas Mouxé Yom Tov. Donc je peux faire une omelette avec. Ça, c'est ce que Rabbi Yochanan, il avait dit. Maintenant, il dit, voilà, mais si c'est du bois qui est tombé Shabbat d'un arbre, et est-ce que je peux l'utiliser le lendemain, Yom Tov, pour faire du feu? Et sur ça, Rabbi Yochanan, il dit non, c'est interdit.
pourquoi? Alors la Gemara, elle dit, voilà, pourquoi? Quelle différence? C'est exactement le même cas. C'est quelque chose de mouxé qui est tombé Shabbat et que normalement, Yom Tov, tu devrais le permettre ou l'interdire. Dans les deux cas, ce que tu peux, mais tu ne peux pas dire un permis ou interdit. Et le Rav Yochanan dit ici, il y a une différence. Et c'est quoi? C'est que l'œuf, le Shabbat, si j'aurais voulu, on aurait pu le gober. On aurait pu le permettre de le déplacer, de le gober, puisque voilà, donc parce qu'on peut, donc il peut avoir une utilisation le Shabbat. Et malgré tout, quand la personne, elle va demander au Rav, qu'est-ce que je fais avec cet œuf qui est Shabbat? Le Rav, il va répondre, aujourd'hui c'est mouxé, comme on a vu déjà avant, mais demain tu peux l'utiliser. Non, Rav Yochanan. Donc ça veut dire, la personne, elle sait maintenant, elle va garder dans sa tête qu'un œuf qui est né Shabbat ou qui est né Yom Tov, il est mouxé. Et la raison pourquoi on lui permet le lendemain, c'est parce qu'il est né la veille. Par contre, si jamais dans le même cas, quelqu'un, il y a du bois qui est tombé pendant Shabbat et il vient poser la question en disant qu'est-ce que je fais avec ce bois, est-ce que je peux l'utiliser demain Yom Tov? Et si on lui répond oui, il va dire donc même si il peut se dire même si le bois il était tombé Yom Tov aussi, ça aurait été permis. Et la raison pour laquelle on m'a pas permis d'utiliser le bois aujourd'hui, c'est parce que c'est Shabbat et de toutes les façons, je peux pas faire du feu. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a une différence. C'est pour ça que donc et par décret. Donc, pour pas que quelqu'un il pense que du bois qui est tombé Yom Tov, il est permis, c'est pour ça qu'on va interdire le bois qui est tombé Shabbat la veille de Yom Tov. De peur que la personne elle va penser que du bois qui est tombé Yom Tov aussi, il n'est pas mouxé. Alors, on sait qu'il est mouxé, de peur qu'il va le cueillir et tous ces trucs-là comme on a vu avant. Donc, c'est à cause de ça qu'on a fait ce décret. Mais encore une fois, dans l'œuf, il n'y a pas lieu de faire ce décret puisque l'œuf, le Shabbat, s'il n'était pas mouxé, on l'aurait permis de le gober cru. Or, comme on lui dit non, Shabbat, tu ne peux pas le toucher, le type il se dit voilà, comme c'est né Shabbat, c'est mouxé, donc même si on permet le lendemain, ça veut dire qu'un œuf qui est né Shabbat ou qui est né Yom Tov, il est interdit. La raison pour laquelle on le permet, c'est parce que simplement il est né la veille. Est-ce que c'est clair? Oui, super. Ok, j'espère que c'est clair. Ok, donc je fais Rachi sur ça. Voilà. D'accord. Donc, ok, je fais Rachi. Une seconde, j'arrive. Voilà. Ok, Mina Dekel. Donc Rachi dit Mina Dekel. Donc je suis dans Rachi. Dans les petites lignes de Rachi, quatrième petite ligne de Rachi, dernier mot. De la page 4b encore, pour ceux qui ne sont pas à la bonne page, des fois ça arrive. Mina Dekel, ça veut dire du familier, chez Nishbar, Shabbat, qui s'est cassé pendant Shabbat. Donc, Assour, les Asik, donc on n'a pas le droit à la Sikan de Yom Tov. Donc, Rabbi Yochanan, il dit on n'a pas le droit de le brûler Yom Tov, donc le lendemain. Asamuchlo, donc qui est proche de lui, ça veut dire le lendemain. Et ne me réponds pas comment je permets par contre d'utiliser un œuf qui est né Shabbat le Yom Tov le lendemain. Donc il dit Rashi, Shamar Tiba, que moi-même Rabbi Yochanan, j'ai dit au sujet de l'œuf, Nolda Bézé, si elle est née Shabbat, Teret Bézé, elle est permise le lendemain, donc elle est permise le dimanche, le Yom Tov, le dimanche. Parce que ici, dans le cas donc du bois, Shayach le Messar Tfi, il y a lieu, Shayach, c'est possible, il y a lieu de les messards d'interdire Tfi plus. Donc voilà, il va expliquer, il va élaborer. Ou Maïtahama Betsa, et pourquoi j'ai permis un œuf, Kevan de Beyoma, puisque le jour même, donc le Shabbat, il avde asira, si ce n'était qu'elle était interdite, Mishum de Nolda be Shabbat, parce qu'elle était née Shabbat, Ava Chazia, elle aurait été apte, les Gom'a Chaya, de la gobée crue. Chez Yesh Bene Adam, Gom Ken, puisqu'il y a des gens qui gobent les œufs crus. Voilà. Ça veut dire pas importe. Voilà. Donc, ce qui veut dire, et donc, puisqu'on aurait pu lui permettre et qu'on ne lui permet pas, Velo Charele Ad le Machar, et on ne lui permet que de bouger l'œuf ou de le manger que le lendemain, Mida Yedia, il sait, donc celui qui a posé la question, qui charit les, que lorsqu'on lui a permis, qui charit les, quand tu lui as permis, les machar le lendemain, Vetmol et la veille, lo charit, et on ne l'avait pas permis, des de la gobée, des batioma asira, que le jour même, des batioma, quand c'est la fille du jour, c'est-à-dire le jour même, asira, l'œuf était interdit. Et donc, quand on lui permet le lendemain, il ne va pas dire un œuf qui est pondu Yom Tov ou Shabbat, il est permis, puisqu'on voit bien qu'on lui interdit le Shabbat, le jour même de la gobée. Aval et si, mais les bois des Shabbats qui sont tombés Shabbat, Kevan de Beyomaehu, comme le jour même, Belav ils sont mouxés, sans l'interdit de mouxé, Nami lo chazou. De toutes les manières, on ne pouvait pas les toucher Shabbat. Pourquoi? Shien mevarin esh be Shabbat, parce qu'on ne peut pas faire du feu Shabbat. Donc, quand on lui dit simplement, quand il pose la question, est-ce que je peux les utiliser demain, il ne va pas demander, est-ce que je peux les utiliser aujourd'hui? Donc, il n'y a pas de signe comme quoi du bois qui est tombé Yom Tov, normalement, il est interdit. Donc, si on lui permet, il va venir à permettre même du bois qui est tombé Yom Tov.
Donc il dit Ish Areleu, si jamais on lui permet les machar le lendemain d'utiliser le bois à télémémar, il va venir à dire Imna Bayom, si jamais le bois était tombé aujourd'hui même dans le Yom Tov, Namishaou, aussi c'est permis. Le Hetmol est la raison pourquoi on ne les a pas utilisés. Chez l'Obi Arnoum, on ne les a pas brûlés, on ne nous a pas permis de les brûler. Mishum de Shabbat Kochaz et la Saga. C'est parce que le Shabbat, on n'a pas le droit de faire de feu. Et donc, à cause de ça, donc du fait qu'on a peur que la personne, elle va penser que du bois qui est tombé Yom Tov, il est permis, donc on interdira le bois qui est tombé Shabbat quand c'est discipliné à Yom Tov. C'est bon, c'est clair? Pas compliqué. Donc, j'avance. Donc, ok. Donc, on a un troisième sujet là. On a un sujet très intéressant. Voilà, parce qu'il y a plein de fondamentaux des lois de la cache-route, etc., qui sont basés là-dedans sur le fameux principe, en fait, de est-ce qu'on a le droit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'annuler un interdit d'une manière préméditée. Grosso modo, ça veut dire que 80% des problèmes de cache-route aujourd'hui sont liés à ça, parce que tu vas, par exemple, si tu vas prendre, j'en sais rien, dans toute la nourriture, grosso modo, c'est la plupart des nourritures problématiques, je sais pas, comme les chewing-gums ou j'en sais rien, où il y a de la gélatine, des trucs comme ça, en fait, si tu veux, dans le mélange, il y a si tu veux, il y a pas, en général, le produit interdit, il est mélangé dans au moins un 60e souvent. Et le problème, donc l'idée, c'est, est-ce qu'on a le droit de le manger? Parce qu'en fait, est-ce que l'idée, c'est donner une cache-route, même carrément dessus, avoir le manger, mais donner une cache-route sur quelque chose là-dessus, est-ce qu'on pourrait, ou bien ça serait considéré comme, en fait, annuler un interdit, les khatrila, ça veut dire se mettre dans une situation où, en fait, on a un interdit, on va l'annuler, voilà, consciemment. C'est-à-dire, le cas normal de quelque chose qui est annulé dans la majorité ou dans la 60e, c'est parce que c'est la chose, le mélange, il s'est fait contre notre gré, quoi. Ça veut dire, voilà, je sais pas, il y a du lait qui est tombé dans une dafina, shalom, ou j'en sais rien, mais en tous les cas, le truc, c'est que à ce moment-là, si tu veux, voilà quoi, le mélange il s'est fait, maintenant tu peux mesurer est-ce qu'il y a un 60e ou pas, s'il y a plus qu'un 60e de viande dans la dafina que le lait qui est tombé dedans, donc c'est permis, c'est tout, mais si jamais, est-ce que toi, tu pourrais mélanger un verre de lait dans ta dafina en disant, ouais, c'est moins qu'un 60e? Et oui, tu n'as pas le droit, mais on va voir ici que c'est pas si clair que ça. Ça veut dire qu'il y a des limites là-dedans. C'est pas évident. Voilà. Donc c'est de ça ce que la Gemara principalement elle va parler. Donc c'est-à-dire en hébreu le principe de en mevatlin isur lechatrila. On n'annule pas un interdit d'une manière préméditée. Voilà. Donc on va voir. Donc ok, donc ici donc on va faire un petit peu cette Gemara. Donc ok. Donc maintenant c'est là où en fait le cas, en fait voilà, je vous disais qu'ils n'avaient aucun sens a priori de la sécurité. Puisqu'on nous ramène un cas vraiment, je pense qu'il faut arracher les cheveux à tout le monde aujourd'hui. Je ne sais pas si dans tous les cas aux États-Unis où nous on a des maisons en bois, on sait exactement qu'est-ce que c'est. En tous les cas, donc Amar nous ramène un cas comme ça. Amar Rav Matna il dit Etsim Shenashru Minadekael, donc du bois qui est tombé d'un palmier. Les torchatanour dans le feu, ça veut dire dans le four, Beyom Tov, le Yom Tov. Donc je vous dis, le cas, il est vraiment très dangereux, quoi. Je sais pas qui c'est qui va mettre un four sous un palmier. C'est vraiment suicidaire, mais bon. Peut-être qu'à l'époque, ils faisaient ça parce que les palmiers, ils étaient très hauts et que justement, il fallait avoir du bois qui tombe dedans, d'une manière naturelle, sans avoir besoin d'aller chercher. Donc, il faut vraiment être sacrément paresseux pour ça et vraiment un peu inconscient, mais bon. En tout cas, il semblerait que c'est le cas qu'on nous dit. Donc, quelqu'un qui a un four qui est ouvert et qui a du bois qui tombe directement du palmier dans le four, Yom Tov, donc pendant Yom Tov. Alors, Marbe Alehem Etzim, donc l'idée c'est que voilà, le bois qui tombe Yom Tov, on a vu c'est mouxé, comme un œuf qui est pondu Yom Tov, etc., parce que c'est quelque chose qui est, on va dire qu'on a peur qu'il aille aller cueillir, ou peu importe l'interdit, mais en tous les cas, c'est clairement mouxé. Donc voilà, donc maintenant le problème c'est comment je vais faire. Voilà, j'ai mon four, et il y a du bois qui est tombé du palmier dans le four. Et donc maintenant, mon four, je ne peux plus l'utiliser pendant Yom Tov. Comment je vais faire mon barbecue? Comment je vais faire voilà, mon omelette, mon pain, j'en sais rien. Donc, Amar maintenant, donc, ici, donc du bois qui est tombé du palmier, les torchatanour dans le four de Yom Tov, Marbe Alem Etzim Mouchanim, donc il peut rajouter du bois préparé depuis la veille, au massikan, et il les fait brûler. Et grosso modo, ça veut dire que on va avoir la majorité du bois, il va rajouter du bois cachère sur le bois non cachère, et ainsi, ça lui permet d'utiliser le four. D'accord ?
Sur ça, l'Agma, d'abord, elle pose une question. Elle dit, Vea kamea perk beisura. Mais voilà que en fait, comment dire, il mélange, il fait tourner quelque chose qui est interdit. Dans le sens, a priori, le sens de la question, ça voudrait dire, voilà, ok, avant que le feu prenne, ok, il va rajouter du bois permis. On va dire qu'il a du bois qui vient d'un autre arbre ou même d'un autre. On va dire, dans un cas, on peut pas, pour pas qu'on puisse reconnaître les bouts de bois, on va dire. Mais disons que voilà, il va rajouter du bois qui est caché, on va dire, pour Yom Tov, qui était préparé depuis la veille. Mais maintenant, quand il va mélanger le bois, en fait, les branches qui sont tombées, en fait, elles sont individuelles et donc il est en train de bouger du mouxé, quoi, en essayant de faire prendre le feu, puisque le feu, il ne peut pas prendre tout seul, donc il faut faire bouger les branches. Et donc, en faisant bouger les branches, il fait bouger aussi individuellement les branches qui étaient tombées Yom Tov et qui sont mouxées. Alors, sur ça, l'Agma, elle va répondre une réponse très étrange. Elle dit Kevan de Ruba de Teraninu. Ça veut dire comme dans le mélange, puisque maintenant il a rajouté des bois permis, et donc la majorité maintenant c'est du bois permis, qui per quand il va mélanger, donc bien qu'il est en train de mélanger des brindilles de bois, on va dire séparément, quoi, c'est-à-dire quand il a sa pelle ou j'en sais rien, il n'est pas en train de, a priori, de retourner toutes les branches qu'il y a dans le feu, il retourne, tu vois, certaines branches, donc malgré tout, la Gemara elle semble dire, puisque la majorité du mélange des branches, c'est permis, c'est du bois permis qu'il a rajouté, qui caméraper, betera caméraper. Donc, quand il retourne les branches, même s'il les retourne individuellement et que dans le tas, certainement, il va avoir une pelle où il aura le bois qui est tombé pendant Yom Tov et qui est mouxé, qui est entièrement mouxé, on considère que puisque dans le mélange, en fait, la majorité du bois, il est permis, quand il est en train de mélanger, de remuer le feu, il remue la partie qui est permis, puisque tout le mélange en entier, il est permis. C'est en soi, tu vois, quelque chose bizarre. Alors, honnêtement, je ne sais pas, tu vois, ce que Rashi va dire sur ça, etc., mais ça veut dire, ouais, c'est étrange, quoi. Enfin, la Gemara semble dire ça, quoi. Qu'est-ce que ça, on lui demande de ne pas regarder, je ne sais pas, tu vois, parce que ça parle que le bois, le bois qu'il a préparé, c'était du bois aussi qui venait du palmier, donc il n'est pas reconnaissable, donc c'est un mélange complet. Mais, tu vois, tout ça, il faut rajouter quelque chose, quoi. Tu vois, de la Gemara, on n'a pas l'impression qu'elle fait une distinction ni rien. Ok, moi j'avance, tu vois, de la Gemara. Kikamaber, Bétéra, Kaméaper, ça veut dire quand il remue le bois, on considère qu'il remue le bois qui est permis, parce que c'était la majorité du bois. Ok? Oh. Donc après, tu vois, c'est un mot que. Après, quand il remue le bois permis. Ok, alors, sur ça, l'Agma a dit, donc voilà, Kevan de Gouba de Teranino, puisque la majorité du bois, il est permis. Donc, Ikamaber, Betera Kamaber, on considère que ce qu'il est en train de remuer, c'est quelque chose qui est permis. Sur ça, l'Agma va poser la question que je vous avais dit tout à l'heure. Vera Kamevatel Isur le Khatrila. Mais voilà qu'il est en train d'annuler un interdit d'une manière d'une manière intentionnée. Alors, puisque voilà, il y avait la majorité de bois qui était mouxé, et maintenant tu lui dis, voilà, rajoute du bois cachère pour annuler l'interdit. Or, normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Maintenant, et d'enseigner dans une Mishnah qui n'existe pas, que Rachid d'ailleurs va chercher, etc. Sur la Hatrila, ça veut dire on n'annule pas un interdit d'une manière intentionnée. Ok, mais disons que c'est une Mishnah, bien que c'est pas une Mishnah, mais on va voir, ça veut dire on apprend de quelque chose qui ressemble à une Mishnah, quoi. Et disons c'est un principe connu, c'est ce que ça veut dire. C'est une évidence que nous on connaît, comme quoi on n'a pas le droit d'une manière intentionnée d'annuler un interdit. Donc comment ici on le permettrait? Et sur ça, la Gemara va dire une grosse bombe. Elle dit anémile mideoraita. Ça veut dire l'interdit d'annuler un interdit d'une manière intentionnée. C'est uniquement quand l'interdit est de la Torah. Aval bidera banane, mais lorsque c'est un interdit d'ordre rabbinique, mevatlin, on peut l'annuler. Et ça, comme je dis dans la cache-croûte, si tu utilises ça, tu permets presque tout, puisque la plupart des problèmes de cache-croûte qu'il y a dans les produits manufacturés, c'est que des problèmes d'ordre rabbinique, tu vois. Et donc, tu vois, donc ça veut dire, en fait, tu peux tout permettre. À l'époque, avant qu'il y ait des cache-croûtes sur les boîtes de conserve, etc., c'est pour ça que tout le monde permettait tout. Puis c'est que quand il y a eu une cache-croûte sur les boîtes de conserve, que tout le monde a commencé à dire, oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vois, mais ça veut dire, à la règle parlant, normalement, tu pourrais te baser sur la composition. C'est ce que ça veut dire. Parce que les interdits sont généralement d'ordre rabbinique. Tu vois, moi, qui a marqué porc et des trucs comme ça, mais ça veut dire, justement, s'il n'y a rien de marqué dans la composition qui est interdit, tu peux dire que ce qu'il y a dedans, c'est un interdit rabbinique. Et Mistama, il y a au moins 15/60, donc c'est annulé, donc c'est caché, je crois. C'est la carte que ça s'appelle, tu vois, a priori, si tu suis la Gemara dans les mots, ça serait un truc comme ça, quoi.
Bref, tu vois, mais en tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans. Tu vois, je dis ce que l'agma a dit, quoi. Donc, en tout cas, l'agma, elle semble dire que dans un interdit d'ordre rabbinique, on pourrait annuler un interdit, les khatria. Je veux dire, voilà. Après, on va voir que tout ça, tu vas en parler, et tout ça, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi beau que ce que l'agma semble dire ici. Ensuite, l'agma, elle dit, oui, mais on le Ravashi, et c'est mon Ravashi, d'Amar, on avait vu ce principe déjà avant, qui avait dit, kol davar chez matirin, que toute chose qui va être permise, à filou bédera banane, même quand c'est un interdit d'ordre rabbinique, l'obatil, il n'est pas annulé dans la majorité. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a vu que Ravashi, lui, pensait que s'il y avait un œuf, par exemple, on ne savait pas s'il était né Shabbat et Yom Tov, et même s'il s'est mélangé dans 1000, il n'est pas annulé. Et une des réponses qui avait été donnée pour expliquer ça, c'était Ravashi. Ravashi, il avait dit que c'est comme c'est un interdit qui va être permis le lendemain. Donc, on n'a pas le droit, on n'annule pas quelque chose dans la majorité sur quelque chose qui va être permis nécessairement le lendemain. Donc, ça voudrait dire ici, ça voudrait dire en fait que ces bois qui sont mouxés, du fait que, tu vois, donc demain, ils vont être permis. Donc, comment toi, tu vas dire maintenant, je rajoute du bois non cachère, du bois cachère pour permettre de l'utiliser? Ah, voilà, même si tu rajoutes autant de bois que tu veux, selon Ravashi, comme le bois, il aurait été permis le lendemain, puisque le lendemain, l'interdit de mouxé, il est caduc après Yom Tov. Donc, même si tu mets de la majorité, tu ne peux pas l'annuler. Okay. C'est sûr que l'agma aurait dû répondre, voilà, puisque le bois, il brûle, il ne sera pas là demain, quoi. C'est peut-être ce que l'agma, elle va dire, c'est peut-être ce que l'agma répond. Mais c'est pas ce qu'elle répond. La traduction des mots, c'est pas ce que la Gemara dit. Tu vois, parce qu'on pourrait dire, voilà, en tout cas, je dis simplement, je suis collé à traduire la Gemara pour l'instant, tu vois. Et donc, la Gemara, elle dit, la réponse sur ça, elle dit, donc, Maïka les Mémar, qu'y-a-t-il lieu de dire? Comment tu peux donc permettre de rajouter du bois cachère pour annuler donc le bois du mouxé qui est tombé dans le four? Donc, la Gemara répond, anémilé. Donc, quand est-ce que Ravashi il a dit que quelque chose qui va être permis plus tard, on ne peut pas le permettre en l'annulant dans la majorité, ou dans 60. Et c'est quand l'interdit il est visible de nos yeux. Acha, ici, Mikla Kale Isura. Mikla Kale Isura, l'interdit est en train de brûler. C'est la traduction des mots. A priori, ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura plus l'interdit. Personne n'interprète comme ça. Parce que les gens, ils expliquent le sens littéral. Ça veut dire, grosso modo, comme c'est un interdit qui est en phase de destruction, grosso modo, pour expliquer comment les commentateurs, les Rishonim, ils expliquent cette histoire-là, pour eux, c'est simplement comme ça, c'est que c'est indirect. C'est-à-dire qu'ils disent comme ça, ils disent en fait, toi, quand tu vas, ça veut dire, il y a du mouxé qui brûle, il y a du bois mouxé qui brûle. Ok, ça veut dire, disons, ok, ça ne dérange pas, on va dire. Toi, tu as rajouté du bois maintenant cachère. Alors, ok, tu peux dire, en fait, ça veut dire, grosso modo, le truc, c'est que voilà, quand tu vas cuire quelque chose dans le four ou tu vas faire sur le grill, en fait, ça veut dire, tu vas profiter de la chaleur du bois, de la chaleur qui émane du fait que le bois, il brûle. Et cette chaleur, en réalité, elle n'est pas mouxée, quoi, grosso modo. Ça veut dire, tu vois, donc c'est indirect, tu vois, c'est ça, tout le monde interprète la réponse d'Agma comme ça, en disant que, comme en fait, ça veut dire, voilà, c'est si tu étais vraiment en train de tirer profit, tu vas manger, on va dire, c'est des œufs. Ravashi, il a dit son cas dans les œufs, il avait dit, voilà, si jamais il y a un œuf qui est né Yom Tov, qui s'est mélangé même dans 1000 œufs qui s'étaient cachères, on dit que tout est, ça veut dire, tu vois, on dit que tous les œufs ils sont interdits parce que demain tout va être permis et on ne peut pas l'annuler dans la majorité. Mais parce que là, c'est l'œuf que tu veux permettre, si tu veux manger l'œuf lui-même. Ici, en fait, l'idée, c'est que dans le bois qui est mouxé, qui est en train de brûler, ce qui t'intéresse, c'est pas le bois. Le bois, en fait, tu n'en tires pas profit, tu peux même, ici, tu vas le bouger. On va dire, c'est vrai que le problème, c'est que tu vas le bouger. Mais ok, oublions que tu le bouges, quoi. L'idée, c'est que comme ce que tu tires profit du bois, c'est, en fait, la chaleur qui sort du bois. Or, ça, en fait, c'est pas vraiment mouxé, c'est indirect. Donc, c'est pour ça la Ravashi est d'accord qu'on peut annuler le bois dans la majorité et ainsi bouger le bois lui-même. Tu vois, ça serait ça. C'est comme ça que les gens, tu vois, ils interprètent, les commentaires, ils interprètent cette Gemara. Mais bon, voilà, cette Gemara, elle est, comment dire, tu vois, très, ça veut dire, voilà, il y a beaucoup de quoi parler. Vous voyez, il y a plein de, tu vois, autant les passages de la Gemara d'avant, ils étaient très faciles. Là, c'est pas que c'est compliqué, mais ça veut dire vraiment beaucoup. On peut comprendre qu'il y a beaucoup d'implications à l'Afrique qu'on pourrait prendre de cette histoire, de cette passage d'Agmara. Je vais commencer à faire Rachid, je fais un peu Rachid, je vais voir je ne sais pas si je ne me rappelle pas s'il y en a beaucoup ou pas, je ne sais pas. Donc j'essaie de les faire quand même. Donc, ouais, ça devrait aller. Ouais, ça ne devrait pas trop. Donc on y va. Donc, Vers Kamaper Beisoura. Donc Rachid, je ne sais pas où le localiser.
Donc, c'est la fin d'une ligne en tous les cas. Est-ce que je vais compter les lignes? C'est vraiment vers le milieu. Ouais, je compte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. J'aurais dit 19 lignes en partant dans les petites lignes de Rachi en partant du bas, je crois. Et en fait, donc c'est un Rachi en tous les cas, la ligne, elle commence par le mot Shabbat, des Shabbats, et elle finit par le mot Veha Kameaper Beisura. Et c'est ça le Rachi qui nous intéresse, c'est Veha Kameaper Beisura. N'est-ce pas qu'il est en train donc de mélanger de l'interdit. Donc la question de l'agma, c'est de dire même s'il rajoute une majorité de bois permis, quand il va bouger les brindilles avec sa pelle, et c'est clairement que une certaine brindille qu'il va avoir avec dans sa pelle, ça sera l'interdit. Donc c'est ce qu'il dit chez Molichan Betanour, ça veut dire quand il fait aller les brindilles dans le four, misavit les avit d'un coin à l'autre, il est en train de bouger le mouxé lui-même. Alors sur ça, l'agma répond non, comme il y a une majorité de bois cachère, donc on considère qu'il est en train de bouger le bois cachère. Mais terra, mais à perche, dit l'agmara. Donc c'est la partie permise qu'il est en train de mélanger. Shaïsour Batel Barov, parce que l'interdit, il est annulé dans la majorité. Mais là encore, tu vois, c'est très difficile parce qu'il faut si l'interdit est visible, tu vois, il faudrait dire que ça parle vraiment que c'est le même type d'arbre, c'est le même arbre et que c'est pas reconnaissable pour qu'on puisse dire que même quand il bouge une partie de l'interdit, il est en train de bouger la majorité. Puisque voilà, si jamais on sait reconnaître que c'est les arbres du palmier qui sont tombés, voilà, c'est difficile de permettre de dire, ah, voilà, je suis en train de remuer le bois cachère, alors qu'on voit clairement dans sa pelle que c'est du bois qui vient du palmier qui est tombé Yom Tov, tu vois. Donc c'est pour ça, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, la question de la Gemara est très claire, la réponse, elle est beaucoup moins claire, quoi. Ça veut dire, la question de la Gemara, c'est de dire, voilà, mais quand il va remuer, même si la majorité du bois, elle est cachère, quand il va remuer avec sa pelle des parties du bois, il va nécessairement remuer du bois non cachère tout seul. Et la réponse de la Gemara, c'est de dire, oui, mais comme il y a un mélange entier, donc en fait, on regarde le mélange dans sa généralité, et on dit que tout ce qui bouge, c'est du bois permis. Et il faut expliquer pourquoi on dirait ça, quoi. J'avance. Donc maintenant, la Gemara dit, Vaka mevatel iso beyadaim. Donc ça veut dire, la Gemara va poser une question en disant, mais comment est-ce qu'il peut annuler un interdit beyadaim? Ça veut dire intentionnellement, donc c'est pas exactement la même lecture qu'on a chez nous dans la Gemara. Je n'ai marqué les khatrila. Rachid a le mot beyadaim. À mon avis, il n'y a pas de différence. Vetnan. Donc maintenant, Rachid veut citer la Mishnah qui n'existe pas, que la Gemara l'a citée. Donc il dit, voilà, c'est ça la Mishnah qui dirait qu'on n'a pas le droit d'annuler un interdit d'une manière intentionnelle. Parce qu'il est marqué dans une Mishnah, En mevatlin ismo la khatrila. Donc, on dit, parce qu'il est marqué dans la Mishnah, on n'annule pas l'interdit d'une manière intentionnelle, donc cette Mishnah, elle n'existe pas. Parce que bien que l'interdit est annulé dans la majorité, annulé, ces paroles-là, Echa, c'est dans le cas où des Arav, que c'était mélangé, Mimeila, de soi-même, par inadvertance, Mimeila de lui-même. Le mélange s'est fait de lui-même. Aval mais mélanger nous-mêmes, ou le vatouler pour annuler des Yadaïm d'une manière intentionnelle, des Yadaïm d'une manière proactive, sourd, c'est interdit. Donc voilà la fameuse Mishnah duquel le principe est tiré, bien que la Mishnah ne dit pas nécessairement qu'on ne peut pas annuler un interdit d'une manière intentionnelle. Elle dit autre chose, mais la voilà. De Masechet Terumot, parce que c'est ainsi qu'il enseignait dans le traité de Terumot. Donc c'est quoi? Ca Teruma, donc on va dire une quantité de Ca, on va dire 1,5 litre de Teruma, chez Nafla Letor Tishim Betesha, qui est tombé dans 99 mesures de farine ou de blé, qui était non terouma. Donc la halakha dans la trouma, c'est qu'il faut avoir 100 pour annuler la trouma. Donc là, tout est interdit pour l'instant, puisque c'est ça veut dire une mesure de trouma qui est tombée dans 99. Le chazra venafla CA chez le choulin. Donc sur ça, la Mishnah dit, si jamais il y a encore un autre mesure d'une CA, encore 1,5 litre qui est tombé dans le mélange qui était cachère, qui était du choulin. Sur ça, la Mishnah dit, im shogeg, si jamais la personne elle a mélangé cette 100e CA, cette 101e CA, si on veut, de blé dans le mélange, si c'était beshogeg, ça veut dire qu'il était inintentionnel, moutard. Donc tout le mélange est permis et maintenant tout est permis. Mais si jamais en fait il a fait de manière intentionnelle, parce qu'il a vu, voilà, c'est dommage, maintenant j'ai 100 CA qui sont considérés de la trouma, et si ça devient impur, il faut les jeter, etc. Donc il a dit, ok, je vais rajouter encore un pour annuler dans 100, et puis là, et si jamais il a fait tomber donc cette CA d'une manière intentionnelle,
les Otasea, donc cette CA supplémentaire à Harona, la dernière, qui est la Shlim Nea Choulin, pour finir les 100 Choulin. Les halot, c'est-à-dire pour faire monter, mais c'est-à-dire pour annuler la Trouma, Assour, c'est interdit. Donc on voit de cette Mishnah, c'est là où on tire le principe, comme quoi on ne peut pas annuler un interdit d'une manière intentionnelle, puisque voilà, on voit que la Mishnah dit clairement que si jamais il y a le dernier CR de Choulin, il est tombé d'une manière inintentionnelle, donc tout est permis. Par contre, si jamais la personne elle a intentionnellement mis ce dernier CA pour faire 100, pour annuler la Trouma, tout est interdit, parce qu'on n'annule pas un interdit d'une manière intentionnelle. C'est ça que moi je réponds. Quand est-ce qu'on dit qu'on n'annule pas un interdit d'une manière intentionnelle? C'est Bidéoraïta, c'est quand c'est un interdit de la Torah. J'ai dit Kegon Teruma, comme le cas de la Trouma. Aval Bidérabanan, mais dans le cas d'un intérieur rabbinique, Kegon Mukse, comme le cas de Mukse, des Achar dont il s'agit ici. Voilà, on a fini les rachis. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là. Ouais, voilà, on va faire les Tosfot, donc la semaine prochaine, vers Hachem. Voilà. Voilà, c'était pas trop compliqué. Et voilà, on a pu avancer vers Hachem. Voilà, en tout cas, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite bonne nuit. Bonne nuit. Bonne chance. À bientôt.